C'est l'heure de vous informer. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. L'actualité en République démocratique du Congo, vous le savez, reste dominée par la nomination d'Augustin Matata Ponyo comme Premier ministre et chef du gouvernement. Sa nomination par le chef de l'État Joseph Kabila a été rendue publique mercredi dans la soirée. Celui qui était jusque-là ministre des Finances va dans les prochaines heures proposer au président de la République les membres qui feront partie de son gouvernement. Suivez. Cette nomination intervient après plus de 100 jours depuis la prestation de serment du chef de l'État et le grand travail abattu par l'informateur de la majorité parlementaire. Ce travail allait aboutir à la désignation du formateur du gouvernement, mais à la grande surprise, le chef de l'État décide carrément de nommer un Premier ministre et chef du gouvernement. Matata Ponyo était jusque-là ministre des Finances dans le gouvernement Mouzito. Ce dernier avait décidé de siéger à l'Assemblée nationale et était donc frappé d'incompatibilité avec sa fonction de Premier ministre au regard des articles 77 et 78 de la loi électorale. L'article 78 stipule que tous les élus nationaux, provinciaux, municipaux ou urbains ont 8 jours pour faire le choix entre leur mandat et l'exercice de leurs fonctions. Après les élections législatives du 28 novembre 2011, Matata Ponyo a continué à assurer les affaires courantes au sein même du ministère jusqu'à sa nomination en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Parmi ses priorités, la proposition au président de la République les membres qui feront partie de son gouvernement. Avant son entrée en fonction, il devra présenter à l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement au regard de l'article 90 de la Constitution de la République. Nous l'annoncions en titre, moins de 24 heures après sa nomination, le nouveau Premier ministre a donné ce jeudi les grandes lignes de sa vision gouvernementale, notamment accomplir la vision du chef de l'État, tournée vers le social et surtout la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Le choix du président a été guidé par des valeurs cardinales pour la fondation de la République. Moins de 24 heures après sa nomination comme Premier ministre, Matata Ponyo a tenu à expliciter la véritable vision qui devra désormais caractériser l'action gouvernementale. Autant des valeurs sur lesquelles l'action du chef de l'État est fondée. Autant nous sommes, nous, attachés à ces valeurs cardinales qui fondent la République, qui fondent le progrès de la nation. La vision du chef de l'État édictée lors de sa prestation de serment le 20 décembre dernier doit être accomplie pour la consolidation des valeurs fondamentales de la RDC. Des valeurs tournées vers la consolidation de la paix sociale. Des valeurs tournées vers la consolidation de la sécurité de l'État. Des valeurs tournées vers l'amélioration du social du peuple congolais. Mais aussi des valeurs qui touchent à l'amélioration de la gouvernance économique. Depuis la démission il y a un mois de près de 20 ministres élus qui ont choisi de siéger à l'Assemblée nationale, la RDC vivait au rythme d'un gouvernement intérimaire qui expédiait les affaires courantes. Mais avec la nomination du Premier ministre, à quand la formation du prochain gouvernement? La formation du gouvernement procède aussi de cette volonté de rallier tout le monde à l'action du gouvernement. Donc, nous ne savons pas vous donner une date fixe, mais nous vous donnons plus ou moins la philosophie dans laquelle la formation du gouvernement s'insère. Mais ce qui est vrai, c'est que le plus tôt serait le mieux. Reste plus que l'application de cette vision pour qu'enfin le peuple congolais bénéficie de retombées allant dans le sens de son bien-être. Augustin Matata Ponyo, originaire de la province du Maniema, membre du PPRD, était jusque-là, vous le savez, ministre des Finances du gouvernement d'Adolphe Mouzito, élu, lui, député national et qui avait démissionné puisque frappé d'incompatibilité. Marlon Kachamou revient ici sur sa vie et son parcours professionnel. Suivez. Né le 5 juin 1964 à Kindu, dans la province du Maniema, Matata Ponyo Mapon est un spécialiste en politique monétaire et budgétaire. Après une formation en économie monétaire et internationale à l'université de Kinshasa, où il a été assistant à la faculté des sciences économiques, il entame une carrière au sein de la Banque centrale du Congo. Plusieurs fois conseiller économique au ministère des Finances et membre des comités interministériels sur la même matière. Matata Ponyo occupe les postes de directeur général du Bureau central de coordination de 2003 à 2010. Le 19 février 2010, il entre au gouvernement Mouzito II comme ministre des Finances.
Il est reconduit à la même fonction le 11 septembre 2011 jusqu'avant sa nomination comme Premier ministre le 18 avril 2012. Depuis sa nomination comme ministre des Finances, Matata Ponyo a piloté avec succès plusieurs réformes importantes dont certaines ont abouti à des lois, notamment un nouveau code des douanes, la loi sur les finances publiques, mais également la taxe sur la valeur ajoutée. Président en exercice du caucus des gouverneurs africains auprès du FMI et de la Banque mondiale, fonction qu'il a permis de défendre du 23 au 25 septembre 2011 dans la capitale fédérale américaine, les grandes lignes de la déclaration de Kinshasa adoptée le 4 août 2011 au terme de la rencontre du dit caucus. Réputé rigoureux, discipliné, travailleur et discret, Matata Ponyo a durant son mandat de ministre des Finances mené dans le cadre de la bonne gouvernance une lutte acharnée contre la corruption et la fraude fiscale. Lutte qui a permis à la République démocratique du Congo d'accroître de manière sensible les recettes publiques. Marié et père de 4 enfants, Matata Ponyo était dans l'avion qui a coûté la vie au député élu de Pueto, un des plus proches conseillers de Joseph Kabila Kabange, Augustin Katumba Mwanke, qui est décédé le 12 février à Bukavu. Voilà comment cette nouvelle a été reçue par la population et même la classe politique. La réponse dans cet élément d'héritier mandat, Elina Ilunga. C'était le choix du chef. Maintenant, c'est le choix de la majorité. Nous allons le soutenir. C'est un homme qui travaille, un homme qui respecte les principes et qui a démontré qu'il pouvait être fidèle, loyal. On a vu, il a eu des assignations et il a travaillé pour atteindre tous les objectifs qu'on lui a assignés. Et je crois qu'on peut lui faire confiance. Je crois que le chef de l'État, il sait où il va. Il connaît les profils qu'il va imposer pour les futurs membres du gouvernement. Il connaît le format qu'il donnera à ce gouvernement. Et je suis convaincu que même le programme, le chef de l'État va donner au Premier ministre le programme qui cadre avec sa vision. Que le président de la République a porté son choix sur un technocrate. Et ce qui fait que quelqu'un, un gestionnaire, quelqu'un qui a un rayonnement international, je crois que c'est un choix judicieux. Je trouve que coup de chapeau au chef de l'État. Bon, moi, je n'ai pas suivi ça à la télévision, mais j'étais à l'hôpital. C'est l'enfant qui m'a dit que Matata Ponyo est nommé Premier ministre. Ça m'a réjoui. Pour que c'était un bon choix qu'il a fait. C'est un bon travail. C'est un bon travail. Il y aura quelque chose de bon. Ce n'est pas parce qu'on aime Joseph quoi, mais il a fait un bon choix. Je vois bien que ça va progresser. Par rapport au Premier ministre Matata Ponyo Mapo, premièrement, c'est quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas. Mais comme il a surpris la population, dès qu'il avait bien travaillé sur le plan financier, qu'il puisse aussi bien le faire pour le Premier ministre. Je souhaitais voir quelqu'un de l'opposition à sa place, parce qu'avec quelqu'un de l'opposition, ça allait être mieux, parce que Kabila du pouvoir et quelqu'un de l'opposition, après, peut-être qu'on aurait voir un gouvernement parallèle avec le genre de l'opposition, ça allait faire quelque chose de bien à la place de quelqu'un qui a du pouvoir, et puis il avait déjà travaillé. Changeons de chapitre, débuté le 10 avril dernier, l'atelier d'évaluation à mi-parcours du processus électoral s'est clôturé ce jeudi 19 avril. Il a connu la participation de la CENI ainsi que les partenaires aux élections. L'occasion pour le président de la Commission électorale nationale indépendante de faire quelques recommandations. Daniel Ngoye Mulunda a également annoncé les élections législatives provinciales pour la fin du mois de janvier 2013. On l'écoute. S'agissant du nombre élevé des omis sur les listes électorales, l'atelier a recommandé de mettre sur pied, au niveau des antennes et du Centre national de traitement, CNT, des mécanismes d'intégration d'électeurs possédant les cartes et dont les noms ne figuraient pas sur les listes affichées devant les bureaux de vote et de dépouillement du scrutin du 28 novembre 2011. En ce qui concerne les faiblesses constatées dans la mise en œuvre de la cartographie pour les sites de vote et les bureaux de vote, l'atelier recommande d'actualiser cette cartographie en impliquant non seulement les démembrements de la CENI, mais également tous les acteurs de terrain, à savoir les chefs coutumiers, les administrateurs de territoire, l'Institut géographique national, les acteurs de la société civile du ressort, etc. S'agissant du questionnement sur le fichier électoral, il a été recommandé par le management de la CENI de reprendre dans le meilleur délai le dialogue avec la classe politique sur cette préoccupation en vue de restaurer la confiance
avant l'organisation des élections provinciales. Fini la grève des médecins du secteur public de la République démocratique du Congo. Le syndicat national des médecins a décidé de reprendre le travail dès ce jeudi. Selon donc ce syndicat, un accord sur le salaire a été trouvé après négociation avec le gouvernement congolais. Arlette Matondo pour les détails. Cet appel de la levée de grève concerne tous les médecins du secteur public de la République démocratique du Congo. Après avoir évalué ce mouvement déclenché en début avril, le syndicat national des médecins a constaté des avancées significatives dans les négociations avec le gouvernement. Il ne reste plus que la signature du protocole d'accord par le gouvernement. La décision a été annoncée mercredi par le docteur Mankoy Badjoki, secrétaire exécutif du SINAMED. La levée de la grève vise notamment à restaurer la paix sociale, créer un bon climat et aussi créer la sérénité dans le déroulement des négociations. La dernière revendication en rapport avec le paiement des rémunérations des médecins est en discussion. Pour sa part, dans une lettre datée de lundi 16 avril, le Premier ministre intérimaire, Louis-Alphonse Koya-Diallo, avait décidé de bloquer la prime de risque des médecins grévistes. Maintenant que la grève a été levée, reste au gouvernement Matata de prendre le dossier en main. Kinshasa, la ville qui va abriter le 14e sommet de la francophonie, bouge encore au rythme de cette rencontre internationale prévue en octobre prochain. Et ce jeudi 19 avril, le commissaire général s'est entretenu avec un chapelet d'artistes congolais, comme pour dire que la fête de la francophonie, c'est d'abord la culture. Et sur ce, les artistes devraient s'approprier donc ce rendez-vous et participer à son organisation. C'est ce que nous dit Jules Mwamba. C'est peu avant midi ce jeudi qu'il gagnait le siège de la structure qui organise les activités en marge du 14e sommet de la francophonie. Plasticiens, musiciens et autres représentaient tout l'art ici dans la salle de réunion. Ils sont là pour s'entretenir avec le commissaire général dans une séance essentiellement informative. Les artistes sont les véhicules de la culture d'un pays. On va abriter le sommet de la francophonie au mois d'octobre. Je crois qu'il n'y a pas meilleur vulgarisateur de l'image de marque du pays que les artistes, de tous les secteurs confondus. Plusieurs activités culturelles notamment sont prévues cette année en marge du sommet de la francophonie. Mais le commissaire général a approché les artistes pour qu'ils s'en approprient, mais aussi pour les inviter à penser à des rencontres artistiques, question de vulgariser encore la riche culture congolaise. Par rapport à ce sommet, que nous allons encore une fois essayer de vendre notre pays, donc que les gens voient la réalité et cette grande richesse que notre pays a comme la culture. Et la francophonie, comme disait le commissaire général, c'est une occasion qui nous est donnée pour montrer au pays ce que c'est le Congo. Vous savez, le Congo, il est toujours connu sous l'état de guerre, de crise. La culture de notre pays, il n'y a pas que les arts plastiques, il y a la musique, il y a l'art culinaire, il y a tout ce que vous voulez. Le sommet d'octobre à Kinshasa avec ses 75 chefs d'État attendus et des délégations en provenance de tous les continents est la première rencontre d'aussi grande envergure organisée par la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance en 1960. Kinshasa entend saisir l'occasion pour faire parler en bien de la République démocratique du Congo. Une conférence sur le droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA a eu lieu ce jeudi à Kinshasa. Les avocats participant à la conférence ont bénéficié d'une formation sur le droit de cette organisation. La RDC, il faut le souligner, est le 17e pays à adhérer à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Suivez. Avec l'arrivée de la République démocratique du Congo, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires compte désormais 17 États en son sein. Cette conférence avait pour objectif de former les avocats congolais sur les droits de l'OHADA et son intégration en RDC. Donc je pense que pour la RDC, c'est très avantageux. Et on s'est rendu compte que dans d'autres entités régionales qui avaient un droit uniforme, le fait de rendre un droit uniforme crée de nouvelles idées, une nouvelle dynamique et un nouveau progrès. Il est nécessaire que les avocats soient régulièrement tenus au courant et qu'ils soient régulièrement formés sur les mécanismes législatifs et légaux du système OHADA. Cette séance de travail a été très bénéfique pour les participants qui ont augmenté leurs connaissances sur les droits des affaires. Je pense que c'est une heureuse opportunité qui est donnée aux avocats. Vous savez qu'on est en une phase de mutation, on veut passer au droit de l'OHADA et que, avocats que nous sommes,
nous serons appelés à défendre